Good afternoon, everyone. You're welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Nathalie Yambo, good afternoon. Good afternoon, Inon Senazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire en ouverture de ce journal. Abidjan, sur haute surveillance sécuritaire, les forces de l'ordre sont mobilisées et cadrent l'aéroport d'Abidjan. Elles filtrent les entrées et interdisent les regroupements des militants et sympathisants de Laurent Gbagbo à l'esplanade de l'aéroport. La sécurité est également renforcée au niveau du pavillon présidentiel aménagé pour l'accueil de l'ex-président de Côte d'Ivoire qui arrive cet après-midi en provenance de Bruxelles en Belgique. Le point dans cette correspondance de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué, Éric Florent Ouattat et Cédric Noufélé depuis l'aéroport d'Abidjan. Ici, à l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, des voitures, des partisans de Laurent Gbagbo attendent que le pavillon présidentiel soit ouvert afin qu'ils puissent prendre place et pouvoir s'organiser pour réserver un accueil chaleureux à l'ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire. Aux dernières nouvelles, ces partisans ont eu du mal à pouvoir accéder à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les forces de l'ordre sont mobilisées le long de l'itinéraire qui a été annoncé hier pour le cortège de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces partisans ont été gazés selon les informations que nous avons dispersées dans les différentes artères du district d'Abidjan. Et ici encore, à l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport, ils n'ont pas encore accès à cette place, cet espace qui devrait leur permettre de pouvoir accueillir en fanfare leur président du Front populaire ivoirien. De nombreux militants et sympathisants ont été interdits d'accès à l'aéroport. Ils se plaignent de ces mesures de restriction des mouvements des partisans de Laurent Gbagbo. Ils devraient en principe arriver ici dans l'après-midi autour de 15h. Vous voyez comment les forces de l'ordre filtrent les entrées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils interdisent l'accès à certains partisans et sympathisants de Laurent Gbagbo. Des mesures de sécurité prises, disent-ils, pour éviter des risques de débordement à l'approche de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Pourtant, hier, le protocole d'État et les services des moyens généraux de la présidence ivoirienne ont reçu quitus du président Alassane Dramane Ouattara pour aménager ce site en vue de l'accueil de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Voilà l'ambiance quelque peu tendue qui est observée ici à Abidjan. Ambiance donc tendue après cette forte mobilisation des militants et sympathisants de Laurent Gbagbo interdit d'accès sur l'esplanade de l'aéroport où devait donc être accueilli cet après-midi Laurent Gbagbo en provenance de Bruxelles en Belgique et sur l'atmosphère quelque peu tendue. Écoutons donc à présent la réaction de ces militants et sympathisants mobilisés depuis ce matin. Ce matin, nous, à 5h, là, nos filles, les filles, le mouvement 2 millions de filles pour Gbagbo, elles sont venues à 5h à l'espace à Kwaba pour pouvoir prendre les places. Elles ont été frappées. Nous avons les images dans nos WhatsApp, elles ont été frappées matin, dispersées. Des femmes qui n'ont pas d'âme sont venues accueillir les présidents. Le président Alassane, il dit des choses et puis dans le secret, ce n'est pas des conflits qu'on nous donne. Nous-mêmes, le comité accueil, quand nous voit ça, le comité accueil, comme on voit comité d'organisation, là, normalement, on n'avait pas besoin de nous faire arrêter à l'entrée. Mais des gendarmes, ils ont signalé nos convois qui étaient dont on se suivait, ils nous ont signalé. On nous fait attendre et ils prennent des téléphones, ils appellent pour attendre des consignes de qui, je ne sais pas. On a fait plus de 30 minutes. 30 minutes, le comité d'accueil, 30 minutes à arrêter. Et les silences pourquoi il a montré sa carte professionnelle même là, c'est pas le problème. On a fait plus de 30 minutes qu'on puisse nous laisser un peu venir jusque-là. Mais dans quel cas de confiance il parle le président Ouattara? Et ça, c'est rien de pavaner, de dire publiquement aux gens, oui, le président Gbagbo vient au pavillon présidentiel, tout et tout, mais son comité, et que le comité d'organisation n'est pas accueilli et empêché de rentrer, il faut des consignes d'abord, des trucs, je ne sais pas, dans quel pays nous sommes. Franchement, il faut que ça s'arrête. Parce que le président Gbagbo ne vient pas en guerre, il vient en Côte d'Ivoire, il vient pour la paix, il vient pour la paix. Et les gens qui viennent l'accueillir ne sont pas armés.
Donc normalement la police devait encadrer tous ceux-là pour venir l'accueillir, c'est tout qu'on demande. Oui, l'arrivée a été mouvementée alors que toutes les dispositions avaient déjà été prises par les autorités et le comité opérationnel. À notre grand étonnement, ce matin, on constate que nos camarades sont gazés, on les empêche de se rassembler et d'avoir accès aux alentours même de l'aéroport. Et ça nous désole. Nous, en tant que membres du comité d'organisation, on va jouer notre rôle régalien, accueillir le président et puis suivre le circuit qui a été identifié pour la pause. Voilà. Donc c'est ça notre rôle. On accueille le président et puis on l'accompagne jusqu'au sujet selon les différentes étapes qui ont été identifiées. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Vous avez donc la suivi la colère de certains militants et sympathisants de Laurent Gbagbo interdit d'accès à l'esplanade de l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire et nos envoyés spéciaux qui ont pu avoir accès au pavillon présidentiel. Donc, comme vous le voyez en image donc, de ce site du cinquantenaire, les places ont été aménagées pour son comité d'accueil à l'esplanade du pavillon présidentiel pour l'accueil de Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire qui arrive cet après-midi dans son pays après 10 années d'absence en provenance de Bruxelles en Belgique. Donc la sécurité qui est renforcée du côté de l'aéroport d'Abidjan. Et vous le voyez si bien, la fièvre des préparatifs monte en Côte d'Ivoire. Dans le camp de Laurent Gbagbo, les militants et sympathisants se mobilisent pour un accueil populaire. Ce retour de Laurent Gbagbo est-il une source d'inquiétude pour le pouvoir d'Alassane Ouattara? Et comment réagissent les Ivoiriens et l'actuel chef d'État? Nos envoyés spéciaux font le point. Carlos Minoué, Éric Florent Ouattat, Cédric Noufélé, une fois de plus. Au siège du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo à la Riviera 3, une effervescence particulière est observée. Sous la tente, des Ivoiriens se bousculent pour l'achat des t-shirts, polos et autres articles estampillés aux couleurs de la victoire judiciaire de l'ancien président à la Cour pénale internationale. L'appel de Fatou Bensouda appelant à renoncer à l'acquittement conditionnel du président Laurent Gbagbo a été rejeté. Donc cet appel de Fatou Bensouda a été rejeté pour toujours, a été rejeté définitivement et le président Laurent Gbagbo a été totalement acquitté, totalement blanchi, totalement innocenté. C'est le sens du mot appel rejeté et pour aller un peu plus loin, nous avons ajouté acquittement définitif. L'annonce officielle de son retour en Côte d'Ivoire fait décoller les ventes des pagnes confectionnées pour célébrer cet événement historique. Nous avons fait ce pagne, on a 5 couleurs de pagne. Là, c'est une des 5 couleurs. Ma fille. Donc, dans le pagne, on a la colombe là, rouge, qui représente la paix. Or, ça fait des mois que nous vendons. Donc, aujourd'hui, nous pouvons fièrement dire qu'au moins 50 000 pagnes sont sorties. 50 000 pagnes ont été vendues. Et c'est des centaines de t-shirts. Aussi bien nous avons 5 couleurs, aussi bien en jaune, en bleu, en rouge bordeaux, en blanc et en bleu nuit qui sortent. Des centaines. Hier, il a fait une livraison. Dans l'après-midi, tout est pratiquement épuisé, le stock est épuisé. Parmi les sympathisants et militants se trouvent des Ivoiriens de la diaspora ayant dépensé une fortune pour effectuer le déplacement afin de vivre de leurs propres yeux la communion entre Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien. En tout cas, il était parti pour ne pas revenir de la CPI, cette grande nébuleuse, qu'il a pris comme ça un matin, vers 2 h du matin, il était en pyjama, sans brosse à dents, un grand-père de famille, qui a même perdu sa mère, on lui a pas permis de venir la pleurer, même pour pleurer sa mère. Mais s'il fallait payer un billet à 4 000 €, moi je serais venu. Moi j'ai juste payé mon billet à 800 € et je suis venu. Parce que je ne peux pas rater ça. Même la jeunesse ivoirienne se donne rendez-vous jeudi 17 juin à l'aéroport Houphouët-Boigny pour souhaiter Akouaba à l'homme qui a défié avec détermination un tourbillon judiciaire pendant 10 ans et apparaît aujourd'hui comme un acteur incontournable du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous dans la joie et nous voulons l'accueillir avec beaucoup de joie, de gaieté parce qu'il vient pour la paix. Voilà, c'est une digne fille de ce pays et sa présence est vraiment importante
pour l'avancement du pays, surtout dans le volet paix. Voilà, pour une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée, la présence du président Laurent Gbagbo est nécessaire. Raison pour laquelle nous sommes là, nous nous apprêtons à l'accueillir demain depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour lui accorder tous les honneurs possibles parce qu'il le mérite. Une nouvelle page de l'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire, meurtris dans leur chair du fait des violences post-électorales en 2010, divisés sur le sort réservé à ceux qui ont été jetés en prison et traduits devant la justice internationale pour crimes de guerre. Des Ivoiriens caressent désormais le rêve d'une véritable réconciliation pour panser ses plaies 11 ans plus tard. Et l'une des pièces maîtresses de cet apaisement social et politique est Laurent Gbagbo, selon ses partisans. À ce titre, l'actuel président Alassane Dramane Ouattara réagit. Il vient d'instruire le protocole d'État et les services des moyens généraux de la présidence ivoirienne afin que ceux-ci travaillent aux côtés des partisans de Laurent Gbagbo pour lui réserver un accueil chaleureux, festif et populaire dès demain à l'aéroport Houphouët-Boigny. Un itinéraire a même été défini entre Treichville, Cocody, Koumassi et d'autres artères importantes du district d'Abidjan où le cortège de Laurent Gbagbo doit passer demain et il va s'arrêter dans un lieu hautement symbolique, son QG de campagne en 2010, là où un discours est très attendu aux côtés des cadres politiques du Front populaire ivoirien. Ici à Abidjan, Cédric Noufélé, Carlos Minoué et Eric Ouattat, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Et ce jeudi est donc un jour spécial pour de nombreux Ivoiriens. Nos reporters, nos envoyés spéciaux précisément, se sont retrouvés à Grand-Bassam pour la réaction du fils de Laurent Gbagbo, devenu député. Le professeur Michel Gbagbo estime que son père, ancien chef d'État, est un acteur majeur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Notre travail à nous, les militants du Front populaire ivoirien, est simple. Réhabiliter l'image du président, conserver son organisation politique vivante et préparer son retour. Je crois que nous avons atteint nos objectifs d'étape et donc on l'a vécu tous dans le travail acharné pour atteindre ces objectifs. On nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Les victimes ont été présentées comme étant des bourreaux et vice-versa. Alors beaucoup de fierté. Cet homme qui a réussi par son équation personnelle de 2002 à 2010 à éviter un enlisement du conflit, cet homme qui a parcouru le monde entier, qui a fait rentrer des gens qui n'y avaient pas droit dans son gouvernement, cet homme qui finalement est un homme de paix, de tolérance et qui ne prône que la réconciliation entre les Ivoiriens, qui se met au-dessus de tout communautarisme, cet homme qui a été présenté comme un assassin, etc., c'était déplorable. Et là, voilà, il est acquitté, il est innocenté, il rentre auréolé de gloire. La vérité est enfin dite, c'est la vérité juridique est enfin dite, et place maintenant un travail politique de rassemblement, de réconciliation. Et donc, ça a été de la joie, de la fierté aussi. On peut juste constater qu'il a consacré sa vie à son pays, qu'il a sacrifié sa vie de famille à son pays, qu'il a risqué sa vie et son existence en fait pour ce pays et qu'il est toujours prêt, là où on l'attend, pour la construction de son pays. Maintenant, il va arriver, je pense, que de manière tout à fait naturelle, puisqu'il est le chaînon manquant de la réconciliation, il prendra la place qui est la sienne dans le processus de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. Toujours au rang des réactions, l'ancien ministre de l'économie Souler Gbagbo compte se mobiliser pour accueillir l'ancien chef d'État. Désiré Dallo estime qu'une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire. Nous l'écoutons. La vérité concernant les événements de la crise post-électorale de 2010-2011, la vérité a été établie, le droit a été dit et le président Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui dans son pays. Bien évidemment, je suis ému, je suis heureux
de cet événement. Je suis heureux parce que, après tant d'années de privation pour lui-même et pour une très grande partie du peuple, aujourd'hui, nous allons célébrer les retrouvailles, nous allons célébrer la paix. Et je sais que le président Laurent Gbagbo, un humaniste convaincu, un homme de paix, un homme d'amour, vient pour participer à la réconciliation nationale. Donc c'est un grand événement pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un nouveau départ que nous allons prendre pour assurer le développement de ce pays, régler tous nos problèmes politiques, tous les problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'école, au niveau de la pauvreté, pour connaître un développement hardi qui bénéficiera à tout le peuple de Côte d'Ivoire et partant à l'Afrique. Et il lui appartient de décider à quel niveau il va intervenir. Mais je pense qu'il est une pièce maîtresse de cette réconciliation qui doit démarrer. Et nous attendons avec impatience l'événement de demain et ces interventions futures qui, nous sommes sûrs, iront dans le sens de la paix. Ça va apaiser tout le monde et je pense qu'un véritable processus de réconciliation va s'enclencher avec tous les autres hommes politiques. Et le député Guéli Léna déclare que des dizaines de bus partiront des villages pour réserver un accueil chaleureux à leur fils, ancien chef d'État de Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Nous nous préparons activement pour accueillir notre chef, le président Laurent Gbagbo. Mais pour la mobilisation, la semaine dernière j'étais à Bangolo, j'ai fait le tour du département pour informer toutes les populations, tous les militants de l'arrivée imminente du président le jeudi 17 à 15h45. Et donc c'est une effervescence. Depuis 10 ans, on n'attendait que ça. Et donc quand on a annoncé maintenant la date, alors la population était vraiment aux anges. Et donc pour la mobilisation, on a une dizaine de cars sur lesquels il y a au moins 3 qui ont démarré et les autres vont démarrer vers 16h, 17h pour être là à partir de 6h. Et donc la mobilisation, elle est parfaite. Mais il y a des gens qui viennent avec les voitures, il y en a qui viennent avec les moyens dont ils disposent, soit en moto et tout ça. Malgré les 500 km qui nous séparent d'ici, on fera le plein de la population de Bangolo ici. Je suis également secrétaire national chargé de la région du Guémon qui comprend Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kubli. Chaque département a au moins 8 cars qui ont été offerts par un fils de la région et donc la mobilisation est vraiment au top. Nous attendons les parents ici et nous nous organisons pour que dès ce soir même nous convergions déjà vers l'aéroport au Fouette-Boigny pour attendre le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que ça représente? Ça ne s'exprime pas. Ça ne s'exprime pas. C'est comme l'ange qui a entendu son épouse. Le jour où on dit la fiancée arrive, vous voyez qu'on ne sait plus où on est. Et donc Laurent Gbagbo, nous l'avons attendu pendant plus de 10 ans. Et on disait qu'il partait pour ne plus revenir. Et donc la preuve aujourd'hui, c'est qu'il a été innocenté, il a été blanchi et il revient. Donc pour vous, c'est une joie immense pour toute la population de la Côte d'Ivoire, en plus pour la population du Guémon. Pour votre connaissance, vous avez entendu parler de Diokwe. Diokwe, c'est l'épicentre de la souffrance de cette crise de la Côte d'Ivoire. Et donc les populations de Diokwe, pendant les 10 ans, ont tenu tête à qui que ce soit pour attendre le président Laurent Gbagbo. Et donc son arrivée est un événement majeur pour nous. Tout le monde se précipite pour le saluer le premier jour de son arrivée. Et nous refermons cette page spéciale consacrée au retour de Laurent Gbagbo avec cette vidéo amateur qui va certainement diffuser sur votre petit écran où on apercevra Laurent Gbagbo en train d'embarquer à bord d'un avion en provenance de Bruxelles justement pour destination la Côte d'Ivoire. Donc même si le vol prévu pour décoller à 10h55 a été retardé de quelques minutes, soit à 10h46, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire a finalement pu embarquer. Il est désormais à bord de l'Airbus A333. L'arrivée prévue pour 15h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny connaît ainsi un léger décalage. L'avion atterrira finalement à 16h26 selon le programme de la compagnie aérienne. Il faut donc préciser que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire marque ainsi donc une nouvelle étape dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire.
L'actualité sportive à présent, évoquons encre mémoire du père du football camerounais, Georges Goethe. L'homme n'a pas toujours eu la moindre reconnaissance, 45 ans après sa mort. Voici le reportage de Jean-Paul Chuniette. Dibir, notre patrimoine, c'est vous. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Le football, une fois vulgarisé à Douala et dans les autres grandes villes, depuis son introduction en 1922 dans le pays, ce sport va gagner en popularité et en intensité, devenant à partir de 1930 un phénomène de société de plus en plus incontrôlable, avec des matchs s'achevant toujours en bagarre générale, autour d'un arbitrage jugé à tort et à travers, selon les seules appréciations plus ou moins fondées des supporters. Dans les écrits du défunt historien Tchanga Soter, Georges Goethe reconnaissait en ces termes: les arbitres étaient trop partiaux, les villageois n'hésitaient pas à leur sauter dessus pour les tabasser. Des propos confirmés à nos confrères de TV5 Monde par Cyril Douala Goethe, le fils du défunt Founding Father du football camerounais. Quand les bagarres ont commencé, parce que quand une équipe perdait, c'est l'arbitre qui faisait les frais, on le tabassait bien. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Des débordements qui ne laissèrent nullement indifférents les administrateurs coloniaux. Le verre était donc en plein dans le fruit, avec le fameux risque de trouble à l'ordre public. Et le colon blanc n'hésitait pas à prendre des mesures conservatoires pour endiguer un phénomène grandissant. Les bagarres ont pris une dimension qui a fait peur aux administrateurs de la place, qui ont intimé l'ordre à mon père de présenter des statuts. Dans le numéro 126 du journal La Gazette du Cameroun, du 15 juin 1936, paraissait déjà un article titré « Le danger du sport », rédigé du premier poète camerounais, Louis-Marie Pouka. Ce dernier déplorait le délire des jeunes à négliger leur cahier pour aller courir, se bousculer, se heurter, se disputer, une diablesse de petites balles qui tantôt se perdait dans une rigole ou se dissimulait dans la broussaille. Et curieusement, tous les joueurs la recherchaient avec une ardeur débordante. La pratique effrénée du foot à cette époque, c'était aussi des conséquences énormes. Des bras fracturés, des jambes cassées. D'aucuns, en quête de victoire à tout prix, recouraient même aux sorciers pour avoir des herbes aux vertus mystiques, des gris-gris au pouvoir magique, visant à déstabiliser ou neutraliser les forces de l'adversaire sur le terrain. Tous les matins, pour y revenir, tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Ça se compare, ça se compare. Désormais plongé dans une hystérie collective et populaire pour le foot, Georges Goethe et les autres acteurs s'activaient à mettre sur pied les règlements de la première fédération de football en 1934. Mais le père fondateur du football camerounais n'a jamais reçu la moindre reconnaissance. Mon feu père a été quand même le premier président de la fédération de football. Et les Blancs ne souffraient pas qu'un Noir vienne être leur chef.
Alors ça créait des histoires, des tensions. Le Cameroun, vis-à-vis de mon père, a été ingrat. Parce que les plus grandes joies que les gens ont eues au Cameroun, c'était le football. Mais on n'a même pas donné le nom d'un stade à mon père. Près d'un demi-siècle après sa mort, les descendants de Georges Goethe vivent mal cette ingratitude d'État, incompréhensible et injustifiée pour un Africain, fût-il sierra-léonais, qui du moins a rendu d'énormes services à la pose des fondations d'un football camerounais, dont le pays tout entier et les dirigeants au pouvoir en tirent grand profit des exploits et lauriers de nos équipes nationales, en l'occurrence la sélection Fagnon, les Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun vient de gagner son 4e titre en Coupe d'Afrique des Nations, record qui était détenu par 2 pays d'Afrique, c'est-à-dire le Ghana et l'Égypte. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les Lions indomptables du Cameroun? Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage pour refermer cette première partie de ce journal en langue française. Le kilogramme de cacao acheté à 1640 francs CFA pendant la campagne 2020-2021. L'engagement a été pris par les maîtres chocolatiers et confiseurs de France qui ont signé un engagement dans ce sens avec le gouvernement camerounais. Reportage. Ce sont des signatures qui valent de l'or, puisqu'elles consacrent la reconnaissance du travail de qualité abattu par les producteurs. Ainsi, ces derniers seront rémunérés à la hauteur de leur sacrifice durant la campagne cacaoyère 2021-2022. Quand vous avez un prix Borchamp garanti de 1640 francs de kilogramme, à comparer à ce qui se passe ailleurs sur d'autres cieux, parfois pas très loin de chez nous, où le prix Borchamp planteur est nettement en dessous de 1000 francs. Donc quand vous avez cela, vous vous dites que c'est un bon partenariat, et c'est un partenariat gagnant-gagnant. La visite qu'effectue la délégation de chocolatiers venus de France et d'ailleurs confirme, s'il en était encore besoin, l'intérêt que ces derniers ont pour la fève camerounaise, celle issue de centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Pour ces artisans et industriels, il est temps que le paysan à la base vive décemment de son travail. Aujourd'hui, nous sommes là avec des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, des pâtissiers, des glaciers, des boulangers, des chocolatiers qui s'intéressent à cette filière, à ce cacao du Cameroun pour le transformer en chocolat et le mettre en exergue en France. Là, on est avec l'élite. Effectivement, on est en train de convaincre la profession de la gastronomie française et de la gastronomie européenne, parce qu'il y a aussi Frazim Bamba qui est là, Sigogil, le meilleur artisan belge. On est en train de convaincre ces professionnels d'utiliser ce cacao du Cameroun, de le transformer en chocolat, sous différentes formes, sous différentes formules, et de convaincre nos consommateurs d'acheter ce cacao. Avec le ministre de l'Agriculture, c'est un précieux pas qui est franchi dans le cadre de la création d'une exploitation école de 12 hectares, baptisée École d'excellence cacaoyère. Il est question de mettre sur pied un véritable laboratoire de référence pour les pratiques agricoles, post-récolte et les métiers du cacao. C'est dire combien cette visite, mieux que les précédentes, est importante pour l'avenir de la filière cacao et notamment la mise en œuvre du programme cacao d'excellence initié par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Le cacao aujourd'hui fait vivre à peu près plus de 2 millions de personnes et est cultivé dans 8 régions du Cameroun. L'un des problèmes du cacao aujourd'hui, c'est la qualité, c'est l'accès au marché. C'est pour cela que nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, parce que vous portez un espoir non seulement pour l'économie camerounaise, mais pour les petits exploitants. Avant d'être reçus par les ministres du Commerce et de l'Agriculture, les maîtres chocolatiers sont allés au contact des jeunes producteurs inscrits au programme New Generation du CICC. Ils ont surtout apprécié les fèves d'exception sorties des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. C'est un cacao qui est déjà à pas de défaut, qui a vraiment un bon goût de terroir,
des notes chocolatées agréables avec des petites notes de fruits secs. Hormis le fait que le chocolat que j'ai goûté était très bon, très cacao, une puissance de cacao qui m'intéresse, c'est surtout la démarche aussi qui m'a intéressé, de venir découvrir cette démarche. On vient de voir ce matin des rencontres de jeunes qui veulent apprendre et vivre du cacao. Donc ça c'est important, la pérennité du cacao dans le temps. C'est pas un one shot qu'on vient faire ici, c'est pour construire dans les années à venir. Avec la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France et le club chocolatier engagé, c'est un boulevard exceptionnel d'opportunités qui s'ouvre aux producteurs locaux. C'est tout à l'honneur du Conseil interprofessionnel du cacao, du café et du gouvernement qui place désormais la qualité au cœur du développement des filières cacao-café. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inonsen Azé. Thank you, Nadine Yambo. Good afternoon once again to your viewers. Thanks for staying with us. We begin with news out of the country. To note that Ivory Coast former President Laurent Gbagbo is expected to return home this Thursday, 10 years after he was taken to the International Criminal Court on charges of crimes against humanity. Gbagbo has been living in the capital, in the Belgian capital Brussels, since his release from detention 3 years ago. His successor and rival, President Alassane Ouattara, invited him back. The former Ivory Coast president returns home to help reconcile a country that he left in chaos almost 10 years ago. The opposition leader is due to fly back on a commercial flight from Brussels after judges at the International Criminal Court in The Hague earlier this year confirmed his acquittal, as well as that of his youth minister Charles Blé Goudé of crimes against humanity. The two had been accused of instigating the post-electoral violence or election violence that engulfed Ivory Coast in 2011. Just like you can watch in the images there, that is the former Ivorian president Laurent Gbagbo, who is already preparing to take off from the Belgian capital via the Brussels airline to return to his country, Ivory Coast. And it should not be noted that his supporters are already preparing to welcome him back at the airport. Meantime, they were brutalized and dispersed with tear gas by security elements. Back here in Cameroon, we take you to the northwest region where in a bid to prevent and fight against spreads of the COVID-19 pandemic in the Bamenda 3 subdivision, the mayor, Fongo Cletus Tanui, has assembled his people groups in different social and professional associations or unions to reiterate needs to respect all barrier measures in order to be on a safe side. After emphasizing at the Bamenda 3 council premises in Wednesday for all to adhere to hand washing with soap and clean water, use of hydroalcoholic gel or hand sanitizers, and the wearing of face masks in public places, Mayor Fongo Cletus Tanui marched towards with action by giving them various COVID-19 sanitation kits, including face masks, buckets, cartons of liquid soap, hand sanitizers to mention. But these, he pleaded on the population of Bamenda 3 to take the COVID-19 pandemic seriously, while noting people continue to die due to negligence. Here now is an excerpt of Mayor Fongo Cletus Tanui and some elites or some persons in the municipality. Today we are here to add our voice to that of the government to continue to sensitize the public on the fight against COVID-19. As you know, COVID-19 is still very much around, and we think that we as local authorities, we should take initiatives that will add to the government voice so that this pandemic should disappear in our community once and for all. I want to thank the Lord Mayor for this gesture, for giving us COVID-19 kits. It will really help persons with disability in the community to also fight COVID-19, because it's a challenge for us too, because we have been neglected during this time of COVID-19. And they will get the information in the right way, because we'll use the things to teach them practically how to wash their hands and use sanitizers to sanitize their crutches, their wheelchairs, and they go around so that they should be prevented from COVID-19. I want to thank the Lord Mayor for his effort, and I want to say together we'll be collectively breaking a holy ground of persons with disability in the Bamenda 3 municipalities. Thank you very much, Lord Mayor. Bike riders of Bamenda 3
I really appreciate the effort of our Lord Mayor, who have also invited us this time around to come and collect some materials of the COVID-19. We are really pleased, and we hope with this one, the pandemic issue will be reduced from this our municipality. And here in Bepanda, in the nation's economic capital, Douala, a family is mourning the death of their 9-year-old daughter, Sanjong, who died after she fell off from the 3rd floor of their school-story building. The incident occurred recently. She's been confirmed dead and her mortal remains have been laid at the Lakentini Hospital mortuary. Samanji Kangebo tells us more. The father of 9-year-old Sanjong in pains. Her daughter fell off from the 3rd floor of her school Tuesday after a friend of hers mistakenly pushed her. I accompanied my kids to school on Tuesday only for them to call me. At 1:30 p.m. that the child had an accident on campus. I was asked to come to Lakentini Hospital at the emergency unit. That was the last time I saw my kids. Quand je sors de l'urgence, les mamans qui ont vu la scène viennent m'arrêter et me demander d'être fort. At the compound of Sanjok this Wednesday, the management of the primary school and some sympathizers came to console the family that was in pains. Approached by Equinox television reporters, the headmaster refused talking, but sources within the primary school say parents of pupils have always asked school authorities to reinforce the fence placed at the balcony of the institution. Unfortunately, the cry of the parents was not heard. The lifeless body of 9-year-old Sanjong is at the Lakentini mortuary pending burial arrangement. 6 divisional delegates have been kidnapped allegedly by armed men in the Njan division of the southwest region of the country and taken to 2 separate camps. This information has been confirmed by the senior divisional officer for the Njan division, Fawang Lawrence, who says the alleged separatist fighters are demanding for the sum of over 60 million francs CFA before they are released. Details with Derijato. It is now confirmed that 6 divisional delegates and the chief of divisional office working in Njan division were abducted and taken into the forest. Fawang Lawrence, the senior divisional officer for Njan division, confirmed to Equinox television that the divisional delegate of land tenure, the divisional delegate of housing and urban development, the divisional delegate of water and energy, the divisional delegate of small and medium-sized enterprises, the divisional delegate of economy planning and regional development, and the chief of divisional service of surveys were abducted about 9 a.m. Tuesday, June 15, 2021 at Masore Balwe in the Kondo Titi subdivision, a village near Mundemba, and taken into the forest of a Kondo Titi subdivision. As at now, the administration of Njan division has revealed that the abductors have identified themselves as separatist fighters, and the person leading the team is known as Ten Kobo, a youth that hails from Bikura in the Kondo Titi subdivision. The senior divisional officer for Njan division has also said that he is in communication with the abducted divisional delegate, and the information coming in is that they are being held in 2 separate camps, and the separatist fighters are demanding 28 million in one camp and over 32 million in another. These state workers now abducted were on a land demarcation mission for Inyo, and they were abducted at the site in Masore Balwe in the Kondo Titi subdivision, Njan division of the southwest region of Cameroon.
For several months now, the population of Kumba in the Memed division of the southwest region have been living in complete darkness. At times, they experience epileptic supply of electricity. They blame this to the armed conflicts rocking the two English-speaking regions of the country. Meeting in Douala, the nation's economic capital, civil society leaders were strategizing on how to trash this cankerworm. They are calling on competent authorities to look into the situation that's equally affecting the other 8 French-speaking regions. Details with Charles Ekome. The city of Kumba in the Memed division of the restive southwest region has been without electricity for several days now. I'll be a business person. Being a manager of a microfinance. I think I need lights, like the whole day 247. I get machines and for office where I think those machines are supposed to run, because even at every hour I work, even from home, I work, I go through my machines and ensure things can go well. Just imagine, say, people, they suffer. Some then they for lights, where they need lights for do even basic small things with it. I can tell you for a fact, say now so as we talk, compound where they stay, I get woman there to do Yahoo. As they talk, those Yahoo, they don't go bad. An official of the electricity production company attributes the situation to the recent gun battle between non-state armed group fighters and security and defense forces in Munyabuya. During shooting, we be there for Munya, all we know. The reason that way, when we be there, we not get lights through my 15 to Muluka. So when we be there for go walk. So on Monday, the team they go down there, they meet up again the very situation of shooting. They come back. So now really yesterday we go down and then so now they try all your best, and you try all your best to say we supply light. Apart from security challenges at the origin of power failure, inadequate electric supply is a problem affecting almost all parts of the country, from big cities to the hinterlands. Civil society leaders meeting in Douala are diagnosing the problem. Tell INEO directly that there is a risk that people may stand up for their rights because they are not using electricity as they pay. And good enough, we have response. But bad enough, those response did not satisfy us, because today we are now to look the way forward, to see how we can meet them for a plan and action to end this, I can say, violence against population, because it's very difficult. Today we know that we don't have light every day and we are paying for it. Chantal Kambiwa, one of the civil society leaders, says this growing problem might lead to a rising insecurity in the country, and the need for a rapid solution is the only way to prevent chaos. Sometimes you don't use the electricity, but I have bills. And when you go to Osonel, they say, pay and we will see after. And we want to end all of that. Today, the problem of Sonel is one of the major problems not only in the littoral, but in Cameroon. And we want to end with this situation by going to meet INEO. So the following plan of action is to meet them physically as they respond to our letter, to have a concrete plan of action. The platform of civil society leaders in the littoral region has recently highlighted hate speech, tribalism, and now electricity problems, which they believe must be controlled before the situation becomes chaotic. That report by Charles Sekome ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day. God willing. Nadia Yambo, rendez-vous demain. Exactement, Inonsen Nazi, le prochain rendez-vous, ce sera lundi, mais déjà retrouvé Julien Barthe-Bissaï lorsqu'il sera 20h pour la grande édition d'informations sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.